Je suis Sam Vostok, je suis créateur de contenu sur la licence Warcraft et notamment c'est quelque chose qui m'est cher, que j'aime partager avec un axe un peu particulier puisque de formation moi je suis historien et donc il y a une partie de la méthodo, ce serait un peu exagéré mais en tout cas ça guide ma manière de faire quand je restitue l'histoire de l'univers. World of Warcraft, c'est un MMORPG, donc un jeu de rôle massivement multijoueur. Si je me place du point de vue de l'histoire, de l'objet vidéoludique, déjà, c'est quand même l'aboutissement de processus créatifs, de modes dans le jeu vidéo qui font qu'avec le développement d'Internet, l'élargissement du public jeu vidéo, des objets comme les MMORPG se sont développés, qui a été fait sur les bases d'un univers qui est fort, qui est l'univers de Warcraft, fait par un studio qui était en plein âge d'or à l'époque, qui est le studio Blizzard, à qui on doit également les licences Starcraft ou Diablo, et du point de vue de l'univers, le programme est dans le nom du jeu, c'est-à-dire que c'est le monde de Warcraft, le monde de l'art de la guerre, donc c'est le personnage principal, c'est le monde, c'est l'univers, et c'est beaucoup de conflits, notamment Alliance et Horde, sur le fait qu'il y ait également des menaces qui ne sont pas liées à ces factions-là, mais qui soient des menaces cosmiques, et on va incarner des champions, des aventuriers de différentes classes, de différents peuples, qui vont combattre ces menaces, vont combattre pour leur faction, pour sauver le monde, et puis accessoirement récolter des items cosmétiques, parce que c'est quand même la base du jeu. Ça a évolué avec le temps. Effectivement, j'avais commencé WoW, donc j'avais 23 ans. J'en ai 43 aujourd'hui, donc effectivement, j'ai plus le temps, les aspirations et les revenus d'un étudiant. Ce qui change aussi pas mal l'investissement dans le jeu. Je dirais que je suis un joueur assidu, fidèle, PvE, attaché à l'histoire. J'aime bien tryhard par moment. Tout ce qui va être le PvE HL, c'est sympa à temps, mais je me vois plus aujourd'hui m'astreindre à X jours de raid par semaine. En tout cas, l'univers, les mécaniques de gameplay me plaît énormément. Il y a guère que le PvP finalement et les combats de mascottes qui m'intéressent moins dans le jeu. On peut tout à fait être historien d'un monde qui n'existe pas. Être historien du monde réel, de traditions, d'objets virtuels, de pratiques culturelles, de courants de pensée. Finalement, je serais historien de la littérature romantique du 19e siècle. Ce serait tout aussi fictif, mais basé sur des choses réelles. Un univers vidéoludique, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un produit culturel qui est le reflet d'une société, qui est le reflet d'un un instantané de la culture d'une société qui est la culture, on va dire, gamifiée américaine. On a toujours l'habitude de voir l'Amérique comme étant, parce qu'on baigne dedans depuis gamin, mais comme une évidence, quelque chose de logique, universel, etc. Quand on fait la longue durée de l'histoire culturelle des États-Unis, c'est quand même un pays qui est marqué par des faits historiques, des faits sociologiques, des faits religieux qui sont différents de chez nous. Donc finalement, une histoire, elle est racontée différemment selon la personne et selon l'environnement culturel dans lequel ils sont. C'est un pays qui a une matrice culturelle protestante, par exemple. Le côté individuel ou le côté je suis choisi ou je suis élu est quelque chose de plus naturel que chez nous, qui sommes d'une matrice culturelle catholique. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve finalement dans les jeux, alors que ça paraît anodin. C'est un pays qui, finalement, est un pays récent. Il va avoir 250 ans. C'est un pays qui est relativement jeune et qui a un rapport à l'histoire qui est différent d'un vieux continent comme le nôtre, où, finalement, on a une vieille histoire. Et c'est pas pour rien que les États-Unis ont ceux qui n'ont pas inventé, mais démocratisé et popularisé les parcs d'attractions. C'est que le patrimoine historique, ils en ont peu, par exemple. Et donc, c'est un pays qui a un rapport à l'histoire différent, et c'est pour ça que c'est un pays où beaucoup d'œuvres culturelles ont des reboots, ont des univers parallèles et des choses comme ça. Un peu comme dans la Grèce antique, quand on racontait l'Iliade, l'Odyssée, selon la Ède, selon le poète qui la racontait, avec des versions différentes jusqu'à ce que ça soit posé par écrit. Donc on peut raconter et être historien de cet univers parce qu'il est le produit de quelque chose dans le monde réel, parce qu'il a évolué lui-même, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire du jeu en tant qu'objet de jeu vidéo, il y a l'histoire en tant que telle de l'univers qui évolue également, il y a l'histoire de ce qui est accompli, voulu et désiré par les joueurs. Donc on peut toujours, et à une époque comme la nôtre, en 2026, l'histoire se spécialise de plus en plus et on peut prendre n'importe quel aspect d'un sujet, d'un problème pour l'analyser. C'est-à-dire qu'on peut très bien être historien de Paris, historien d'un quartier de Paris, historien d'un quartier de Paris à telle époque. C'est dans l'air du temps.
est avant tout celui d'un passionné qui aime partager l'histoire avec un petit H qui lui plaît. Comme si je lisais un roman de science-fiction, de fantasy, et que j'aimais en raconter l'histoire, ou j'avais vu un film qui me plaisait. Je le fais avec, finalement, c'est une formation professionnelle, si j'ose dire, parce que intellectuellement, ma formation, c'est historien. J'applique naturellement, mécaniquement, machinalement ce qu'on m'a appris. C'est-à-dire que, de toute façon, l'histoire, ça se respecte. On n'invente pas ce qu'on veut, déjà. On fait appel à des sources fiables. Donc, c'est-à-dire que entre les écrits officiels, par exemple, comme les ouvrages chroniques, entre les quêtes en jeu, entre des théories sur les forums, il y a des sources qui sont plus fiables que d'autres. Sachant que même les sources officielles peuvent se contredire. Et c'est une méthodologie de travail, c'est une manie aussi de tout ramener au contexte également, qui fait que ma formation historique, parce qu'il y a plusieurs types de voies d'aborder l'histoire, mais c'est quand même celle de quelqu'un qui prend les choses de leur ensemble et pas juste, si je faisais l'histoire d'un Gillidan ou d'Arthas, c'est pas juste un récit chronologique de il a fait ça, puis il a fait ça, puis il a fait ça. Ils sont les reflets et les représentants d'un monde, d'un univers, d'une société, de superstructures qui, elles, à des moments basculent dans la grande histoire et qu'ils incarnent aussi. Et puis le côté fonctionnel de l'histoire, c'est-à-dire que je suis pas un conteur, je suis quelqu'un qui explique, je suis quelqu'un qui raconte et c'est comme ça que j'essaye de le véhiculer, même si il y a des formats que j'ai essayé de faire de manière plus narrée, plus contée, mais c'est pas ma marque de fabrique. Ça contribue nécessairement, puisqu'on s'identifie là-dessus. Ce serait intéressant de voir, alors je ne sais pas si ça existe, probablement, mais officiellement je ne sais pas, des statistiques, des types de peuples, de races de WoW joués en fonction des aires culturelles dans le vrai monde. Par exemple, est-ce que les trolls Andalari, qui sont méso-américains, sont plus joués au Mexique qu'ils ne le sont en Allemagne? Il y aurait sûrement un sujet très, très intéressant à voir. Effectivement, c'est des codes culturels qui nous parlent, parce que c'est de l'heroic fantasy, parce que c'est de peuples qui nous parlent, qui sont un peu concrets, c'est-à-dire que quand on voyait plutôt Darnassus, qui avait à la fois ce côté celtique et japonais traditionnel, ça nous parlait quand même, ça nous plaisait aussi. Quand on va voir des peuples, l'Alliance, Hurlevent, au sens de la chevalerie classique européenne, ça va plaire à certains. Quand on va voir les Arathi, qui parlent à ceux qui aiment le steampunk aussi, donc je pense que ça raccroche et il y a un peu un côté picoré, ce qui vous plaît, ça vous amusera. Et de la même manière, je pense, moi comme d'autres, il y a tout un tas de classes et surtout de races en jeu qu'on n'aime pas jouer parce que ça nous parle pas spécialement. Les Draenei et les Elfes de sang, qui sont mes deux gros coups de cœur. C'est compliqué de choisir entre les deux, mais c'est vrai qu'à Burning Crusade, je suis tombé amoureux des deux, pour des raisons différentes, parce qu'on est vraiment aux antipodes les unes des autres, mais c'est vrai que c'est celles qui vont le plus me plaire. J'aime beaucoup les trolls Andalari également. J'adore la Mésoamérique et l'Amérique précolombienne, donc ça me plaît beaucoup. Et là, avec Midnight, les Amani, qui eux sont d'ailleurs plus méso-américains que les Andalari, puisque là on est plus dans l'Aztèque, alors que du côté des Andalari on est plutôt côté Inca, avec tout le mélange qui est passé à la moulinette d'un studio de jeux vidéo. Effectivement, ça me plaît un peu plus. Quand WoW est sorti, le narratif était au service du gameplay. C'est-à-dire que ça avait beau s'appeler le monde de Warcraft, effectivement, le cœur était le gameplay. Là, on a un peu plus l'inverse d'année en année, où progressivement, alors je dis pas que c'est une règle absolue, mais le gameplay va être au service du narratif. Pas que, sinon je pense qu'il n'y aurait pas autant de gens n'y joueraient toujours pas 20 ans après, mais c'est vrai que depuis Lich King, c'est beaucoup plus marqué. On voit que cette bascule a été faite à partir de Lich King, justement, où ils avaient tiré les leçons de Burning Crusade en termes narratifs, qui étaient imparfaites à bien des aspects. Lich King mettant en avant un personnage qui est sans doute le plus iconique de l'univers, ils n'avaient pas le droit de se louper, ils ont commencé comme ça, et ils ont vu que ça plaisait aux gens qui aimaient cet univers, qui avaient envie de comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'on était parfois... Je prends Burning Crusade, on débarque au Puits de Soleil. Si on n'avait pas acheté le manga, le Puits de Soleil, on savait pas ce qu'on faisait là. Et donc, de plus en plus, les gens sont demandeurs, les gens sont curieux. Le jeu vidéo est souvent surnommé le 10e art. Finalement, faire de si beaux visuels, si belle musique, si beaux modèles, juste pour être un prétexte à du gameplay, ça serait dommage. Donc, il y a aussi ça que les gens cherchent. Je pense que les gens sont de plus en plus en perte de repères et avoir un univers doudou auquel se raccrocher et qui plaît, ça peut jouer. Et donc, d'où le fait que de plus en plus, pour raconter, notamment dans WoW, une histoire, on passe par des cinématiques. Il y a un autre défi, par exemple, je disais qu'Arthas était le personnage le plus apprécié, le plus iconique, en tout cas apprécié c'est autre chose. Arthas n'étant plus là depuis un moment, il faut quand même créer de nouveaux personnages.
Et ça, c'est pas juste avec des PNJ qui parlent sans que ce soit doublé ou sans qu'il y ait d'animation que ça marchera. Si Arthas a autant plus, c'est aussi grâce aux cinématiques, au doublage et de Pierre Tessier. C'est un des rares personnages qui a toujours le même doubleur qui ont beaucoup aidé. Moi, je suis quelqu'un qui a la boulimie de comprendre, donc je suis devenu dépendant au spoil. C'est vrai que c'est plus fort que moi, dès qu'il y a un élément, un indice, je me spoil. Peut-être de moins en moins avec le temps, maintenant que je bosse plus directement dans une rédac qui parle de l'actualité de WoW, tous les éléments, mais la trame principale, je l'ai, et ça me sert aussi pour mes activités de création de contenu sur l'univers pour savoir ce qui se passe. C'est comme à chaque fois, c'est autant qu'au début d'une extension, on veut tout jouer, tout découvrir, on a envie d'y aller, à la fois pour moi l'histoire, mais également il y a un élément de gameplay qui est le fait de monter en niveau, d'avoir du stuff, de monter les métiers, d'être assez fort pour faire toutes les zones instanciées ou pas instanciées PVE, etc. Donc voilà, j'ai tendance à pas être laissé à l'arrière ou laissé sur le carreau. Plus éviter la frustration là-dessus pour le côté rapidité. Je finis toujours par y arriver. Des fois, il y a des patchs qui me plaisent moins. Je pense notamment à Terminer, qui était le patch avec les gobelins où je suis un peu allé entrer dans des pieds. Au final, je finis toujours par le faire. Tout dépend du temps que j'ai à un moment donné. J'eus fait à l'époque les hauts faits quand j'avais le temps. Là, moins. Mais je fais partie d'une guilde qui elle est spécialisée là-dedans et qui eux sont vraiment des pros de les hauts faits et qui vont être complétionnistes à mort sur ces choses-là. Jusqu'à la fin de Lich King, je le faisais. Là, il faut choisir ses combats. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours que 24 heures dans une journée. Est-ce que je veux faire le haut fait, mettre 50 coups de dague dans le sol pour faire pop le haut fait, ou est-ce que je veux des jolis cosmétiques? J'ai choisi des jolis cosmétiques. Au-delà de WoW, moi, il y a des univers qui m'ont passionné, mais énormément, comme celui de Tolkien, comme Star Wars. Et c'est vrai que je pense que WoW ne serait pas sorti, je serais resté sur Tolkien, qui était une de mes grandes passions. Star Wars aussi, mais encore une fois, il faut choisir ses combats. WoW, il y a depuis 95, donc depuis Warcraft 2, je suis tombé amoureux de la DA cartoon, colorée, et pourtant j'adore Tolkien, qui est l'opposé de ce qui est cartoon coloré, etc., qui est beaucoup plus recherché. Mais je sais pas, c'est quand on tombe amoureux, on a le coup de cœur pour une DA, pour un univers, pour des musiques, pour des personnages, et plus le fait d'avoir joué aux jeux de stratégie, on s'était attaché aux uns et aux autres, c'est ce qui a fait que, effectivement, j'ai eu le coup de cœur pour cet univers. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il y a le fait qu'on a les moyens de rattraper. Si on a envie, il y a toujours moyen de se dire je trouverais bien l'info facilement sur tel ou tel réseau, tel ou tel support. World of Warcraft, c'est une des raisons, moi, qui m'ont fait adorer le jeu, et non négligeable, et qui m'ont fait rester longtemps, et toujours d'ailleurs, et c'est pareil pour beaucoup de gens, et ça explique aussi le succès de Classic. C'est la dimension humaine, c'est l'aventure humaine qu'il y a dans World of Warcraft. WoW, on y revient pas forcément que pour ça, on y revient aussi pour les autres. Je pense qu'on connaît tous des histoires de gens qui se sont rencontrés sur WoW, qui ont fondé des familles, qui ont fait des belles rencontres. Avec mes meilleurs amis, je les ai rencontrés sur WoW, par exemple. Donc c'est vraiment cette dimension qui est importante. Après, on peut apprécier les gens. Si le jeu est pourri, on va sur autre chose. L'univers est prenant, la dimension sociale est forte, le jeu est bon. Il y a les hauts, les bas, ça varie entre le bon, le moins bon, l'excellent, selon la fonctionnalité et l'extension. C'est sûr que comparer Légion à Warlord of Draenor, c'est pas la même. Il y a quand même des nuances, mais je pense que ça joue. C'est quand même un jeu que tout le monde connaît. C'est comme dans le monde, il y a des cultures mondiales que de quatre coins de la terre, les gens connaissent. C'est pareil pour les univers de jeux vidéo. Tout le monde va connaître LoL, tout le monde va connaître Fortnite, tout le monde va connaître World of Warcraft. Et selon la tranche d'âge, c'est moins vrai pour les jeunes générations, il y a été une fois, on peut avoir un goût de reviens-y, etc. Ce qui participe aussi à ça. Puis, mine de rien, il y a du contenu régulièrement. Donc, c'est pas un jeu service, c'est un jeu abonnement, c'est un MMORPG avec du contenu maintenant et depuis pas mal de temps, tous les 2 mois. Ce qui fait que tous les 2 mois, on a un patch plus ou moins abouti, et tous les 2 ans, on a une extension. On simplifie les schémas. Donc c'est aussi l'occasion de dire on est là, on existe. Regardez, c'est cette thématique maintenant. Et puis, il y a toute une communauté de passionnés qui fait vivre ça. Le fait qu'on en parle là tous les deux prouve que ça va au-delà
du jeu. L'univers de Tolkien, il a beau être fini en termes de contenu, il y a des gens qui arrivent à faire du contenu tous les jours là-dessus. L'univers de WoW s'arrêterait du jour au lendemain, donc on pourrait faire la même chose. Donc il y a quand même cette force d'attraction qu'a l'univers, qu'ont les personnages, qu'ont les peuples qui composent cet univers, qu'a cette dimension artistique, et ça va se retrouver avec des créateurs de contenu vidéo, avec des joueurs hardcore, avec des cosplayeuses, des cosplayers, avec des gens qui finalement aiment partager leur passion, organisent des IRL, j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est ça qui fait la richesse de cet univers et qui assure aussi sa longévité. Il faut voir l'histoire de WoW et la narration de WoW en fait comme une loupe qui s'oppose à un endroit particulier qui est le présent. Le présent dans WoW aujourd'hui, ça va être, on va dire, le Keltalas et les zones de la nouvelle extension. Le reste, finalement, quand on y retourne, c'est une espèce de suspension d'incrédulité, mais on sait que c'est pas le présent, on peut quand même y aller, etc. Donc il y a des moments où nécessairement on est prisonnier de ça dans un monde aussi vaste. Que s'il fallait remettre tout le monde à jour en permanence, ce serait pas faisable, ça serait énormément de boulot. Surtout que, comme on l'avait vu à Cataclysme, les gens diraient « Ah bah ils se sont pas foulés, ils n'ont pas fait de nouvelles zones, etc. » Donc c'est pas rentable en termes de temps de travail versus ce que ça représente. Même si là, progressivement, ils le font avec Midnight et Keltalas. Le côté de Rhaenei, ils commencent à le teaser à ce qu'ils vont refaire. On sait qu'on aura Northrend qui sera refait pour la prochaine extension, donc il y a ça. Mais on a le même problème pour la géographie. Comment, et c'est des questions que je posais aux devs régulièrement, comment vous gérez le fait que, là, au fait, il y avait une énorme masse continentale. Il y a des moments où, effectivement, c'est un mot que j'utilise souvent dans le stream, je dis l'histoire est imprévisible dans l'univers de Warcraft et faut accepter qu'il y a des moments, il y a des changements, il y a des incohérences et que finalement, il faut se concentrer sur le présent, ce qui t'empêchera pas d'aller tuer le roi Lich 45 fois si tu en as envie aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est le problème du médium, là. C'est quand même un récit qui doit être cohérent, c'est-à-dire que contrairement au monde réel où l'imprévu est possible, où les gens agissent de manière irrationnelle parfois, où tout un tas de choses qui n'ont rien à voir entre elles, c'est l'effet papillon, rentre en conflit là-dessus, c'est moins vrai dans une œuvre de fiction, aussi riche fut-elle. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se dire, là, par exemple, tel personnage peut mourir, mais ça ferait pas de sens du point de vue de la construction narrative qui a été faite jusqu'à présent. Alors on peut aller vers tel endroit, prochaine extension. Là, au vu quand même de toutes les lignes qui sont tracées depuis un moment, c'est plutôt là que je le vois. Donc il y a quand même cet objet réfléchi, construit narrativement, et qu'on pourrait analyser comme un film, comme une série. Ça veut pas dire que c'est hautement prédictible, mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois on est surpris. Je pense à World of Draenor, ou le passé alternatif, pas grand monde qui l'avait vu venir, mais de l'autre côté, là ils ont annoncé un triptyque d'extension d'un coup, ce qui réserve moins de surprise. Je prends l'exemple de Shadowlands. Quand Shadowlands c'était fini, c'est pas écrit dans les étoiles qu'on aurait quelque chose de centré sur les dragons. Alors, évidemment, Blizzard dissémine des indices ça et là. On se doute que si pendant 2-3 extensions on voit quand même par-ci par-là distiller des éléments sur tel ou tel aspect de l'univers, pas par hasard, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a volontairement fait le choix de mettre ça, et donc on peut se dire c'est réfléchi. Mais là on est plus dans du prévisionnisme qu'autre chose. Donc il y a à la fois une dimension surprise parfois, pas forcément sur les grandes directions. Si demain on dit une des prochaines extensions, son thème ça va être la sainte lumière de Warcraft est absolutiste, méchante et il faut la combattre, ça sera une grande surprise. Après, comment le récit est fait, quels sont les personnages, qu'est-ce qu'il arrive quand on descend au niveau dessous, oui, là il y a un niveau de surprise. C'est compliqué. Il y a plein de personnages intéressants. Parce que là, par exemple, je te réponds 2026 avec des intrigues de 2026 dont j'aimerais connaître la suite. Par exemple, si je veux connaître la suite de l'intrigue, par exemple, je te dirais Xal'atath, mais est-ce que c'est le plus intelligent? Surtout qu'elle essayera de faire des choses pas nettes, de me manipuler, etc. C'est compliqué. Peut-être Velen, comme c'est l'avantage des persos qui ont une longue durée de vie, ou peut-être des entités cosmiques au-dessus, parce que c'est encore mieux, ou un Sargeras pour voir, pour essayer de mieux comprendre la psychologie. Je préfère les personnages avec des aspérités, effectivement. Donc, 2026, je te dirais Xal'atath, pour faire original.